J'ai offert ma veste à la fille lapin extraterrestre qui tremblait dans la zone de chargement. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Après une entrée atmosphérique très tumultueuse, le Stardust Drifter finit par se stabiliser en orbite et le vaisseau spatial gémit alors que ses os semblaient pousser un soupir de soulagement. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous regardez aujourd'hui et pourquoi vous devriez vous abonner si vous aimez l'histoire. Dans la vaste cale, les lumières principales restaient éteintes, une décision consciente pour économiser de l'énergie et donner aux yeux de Julian le temps de s'acclimater à l'obscurité qui était son environnement habituel entre les pores. Julian comprenait chaque frémissement et plainte du vieux cargo comme un vocabulaire de fractures de fatigue et de servomoteur fatigué. Une main froide parcourut le visage de Julian alors qu'il sentait le grain familier d'un long couloir, un mélange de graisse de moteur d'air recyclé et de la poussière persistante de la lune oubliée qu'il venait de quitter tandis que la seule lumière provenait du pouls rythmique hypnotique des stroboscopes d'urgence rouge qui peignaient les piles de conteneurs en acier Durac de nuances fugaces de sang et de rouille à chaque balayage. Au milieu de ces vérifications post-vol, il se déplaçait avec une grâce délibérée, ses bottes magnétiques cliquetant un rythme régulier sur le sol gradué. Il vérifiait les scellés sur les conteneurs de fret, son bloc de données projetant une lumière bleu pâle sur ses traits concentrés. Dans ce sanctuaire, il cherchait l'ordre et la prévisibilité dans une galaxie qui n'offrait ni l'un ni l'autre. Gardant vigoureusement sa solitude, il trouvait plus de réconfort dans le bourdonnement des systèmes de survie que dans le bavardage chaotique de n'importe quel cantina. Alors qu'il vaquait à ses occupations habituelles, vérifiant les pinces magnétiques qui maintenaient une cargaison de catalyseurs industriels, il prit soudainement conscience d'un bruit qui était complètement déplacé dans la symphonie mécanique autrement stérile de la soute, un bourdonnement faible et indéfinissable qui était à la fois organique et dérangeant de proximité. Chaque muscle du corps de Julian se tendit alors qu'il luttait pour identifier la source de ce son délicat et tremblant qui perçait le grondement profond des moteurs du navire. C'était un signe de vie là où il n'aurait pas dû y en avoir. Les passagers non invités n'étaient jamais une bonne nouvelle, qu'il s'agisse de réfugiés désespérés qui pourraient le faire saisir ou d'assassins corporatifs qui pourraient le faire éjecter dans l'espace. Ses instincts aiguisés au fil des années passées à naviguer dans les coins les moins recommandables de la galaxie hurlaient maintenant que quelque chose n'allait fondamentalement pas. Il n'était pas un homme à prendre des risques ou à croire aux coïncidences. Glissant sans effort vers sa hanche, il stabilisa ses doigts sur la poignée usée de son coupeur plasma robuste. Le poids de l'outil promettait une action décisive et il savait qu'il serait rassurant dans sa main. D'un coup de pouce, il vérifia la cellule d'alimentation et le voyant s'alluma d'un verre sain. Puis il commença à bouger. Avec le bruit de fond du navire noyant chacun de ses pas, il se faufilait à travers le labyrinthe de conteneurs, les stroboscopes rouges balayant une scène confuse d'ombres changeantes et de clarté soudaine et nette. À chaque virage se cachait la possibilité d'une embuscade, et dans chaque espace entre les piles de marchandises imposantes, le danger rôdait. Il gardait le coupeur plasma à un angle bas, pointant son embout vers le sol, mais était prêt à le lever à tout moment. Puis le son de crépitement revint légèrement plus fort qu'avant. Cela ressemblait à un petit gémissement pitoyable venant de quelque part dans la cale, derrière une pile particulièrement haute de conteneurs, portant l'emblème d'un consortium minier dont il avait oublié les noms il y a des semaines. Il pressa son corps contre le métal glacé d'un conteneur voisin, prenant une longue inspiration pour calmer ses nerfs tout en écoutant. Le son était dépourvu de bruit de prédateurs ou des murmures assurés du saboteur. C'était le son de la terreur pure. Avec un dernier souffle déterminé, il tourna le coin, son arme à la main, prêt à affronter tout ce que l'univers lui réservait. Cachée dans les ombres entre la cale du vaisseau et sa coque courbée, se trouvait une fille extraterrestre, son corps contorsionné, en une boule serrée, tremblant de peur.
Son pelage pâle semblait absorber la faible lumière et ses deux énormes oreilles tombantes pendaient de sa tête traînant sur le sol inégal en dessous d'elle. Elle releva brusquement la tête alors que le stroboscope rouge la balayait et ses grands yeux rouges brillants croisèrent les siens avec une expression de terreur si profonde qu'elle lui arrêta brièvement le cœur. Elle cria d'un sanglot étouffé et recula les yeux fermés comme si elle s'attendait à un coup. Julian sentit une libération dans sa poitrine en voyant la terreur pure et non adultérée dans ses yeux, une terreur si forte qu'elle semblait exister physiquement entre eux. Au lieu du professionnalisme glacial qui l'avait guidé pendant si longtemps, un instinct qu'il ne savait pas encore posséder s'est déclenché et il a abaissé le coupeur à plasma avec une lenteur délibérée, le laissant pendre lâchement à son côté. Ce n'était pas une assassin. Elle ressemblait plus à un animal acculé qu'à un danger pour son vaisseau ou sa vie. Ses petites mains étaient serrées en poing, et il pouvait sentir le froid lui parcourir l'échine depuis la peau exposée de ses bras à travers la fine fourrure. La soute était maintenue à basse température pour préserver certains types de fret et il pouvait à peine sentir le froid à travers ses vêtements de travail, mais il était évident que cela lui transperçait les os. Sans se soucier des conséquences, il ôta nonchalamment sa veste épaisse et usée, révélant un simple haut thermique sans manche en dessous. La piqûre soudaine de l'air froid sur ses bras exposés servait de contraste frappant avec le frisson qu'elle devait ressentir. Il avança prudemment d'un seul pas, tendant la veste comme un traité de paix, sa voix sortant comme un grondement bas et grognon, bien plus dur qu'il ne l'avait voulu, en contraste avec son corps fragile et tremblant. Ses bras étaient noués de muscles denses, ceux d'un homme qui transporte des charges lourdes pour gagner sa vie. « Tu n'as pas assez chaud. » Elle fixa son regard écarlate sur le vêtement usé, le faisant passer de son visage à la veste et vice-versa comme s'il s'agissait d'une arme surveillant tout signe de piège. Il ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la façon dont elle parvenait à lever ses petites mains, qu'il pouvait maintenant voir ornées de griffes acérées et noires. Le bourdonnement du vaisseau et sa propre respiration laborieuse étaient les seuls bruits pendant une longue période, alors qu'elle se tenait là silencieusement. Après cela, elle étendit la main avec une lenteur insupportable. Le cuir synthétique délavé de la manche était légèrement caressé par ses doigts timides et agiles. Elle semblait évaluer son authenticité et sa texture. À la fin de la lutte, elle avait saisi la robe épaisse et avait pu le libérer de ses griffes. La veste était hilarante sur elle, enveloppant sa petite silhouette alors qu'elle la tirait sur ses épaules minces. Pendant un instant, ses frissons cessèrent, alors que son arôme, ainsi que l'huile de moteur sur le vieux tissu et le subtil goût métallique de l'ozone, semblaient l'envelopper. Les bras croisés sur la poitrine, elle le regarda fixement, et une étincelle de curiosité plutôt que de terreur illumina ses yeux écarlates. Elle murmura « C'est doux », sa voix presque noyée par les vibrations du navire. Ses yeux étaient intenses et d'une netteté déconcertante alors qu'elle passait ses doigts sur la polaire à l'intérieur de sa veste avant de se retourner vers lui. Tout comme toi, Julian était complètement déconcerté et vulnérable. Il aurait tout aussi bien pu parler une langue étrangère lorsqu'il a entendu ce terme. Il était si étranger à son sens de soi. La dureté de sa peau, les lignes sévères sur son visage, l'acier inflexible de son navire et le caractère inflexible de son existence le caractérisaient à eux seuls. Il a été affublé de plusieurs adjectifs désagréables, dont dangereux, cynique et obstiné. Malgré sa longue vie, personne ne l'avait jamais regardé et détecté l'humanité. Il était sur le point de dire quelque chose pour réfuter cette idée ridicule, mais rien ne sortit de ses lèvres. La petite créature poilue, blottie sous sa veste, était tout ce qu'il pouvait regarder. En l'espace de 2 murmures, elle avait échappé à toutes ses défenses. Au moment où il commençait à comprendre le sentiment étrange et troublant qui lui traversait la poitrine, le moment délicat fut brusquement interrompu. Un klaxon fort et persistant retentit depuis l'alarme de proximité du navire, résonnant cruellement à travers l'énorme cale.
Un panneau de contrôle à proximité clignotait en rouge, indiquant un invité non annoncé et indésirable. Après une courte période de réflexion, l'adrénaline de Julian a monté en flèche et il s'est rapidement tourné vers le panneau. L'écran affichait un code de transpondeur qu'il connaissait trop bien. Il appartenait à un croiseur de patrouille de la Guilde des ferrailleurs du quartier, une bande de néo-pirates qui prétendaient être des entreprises légitimes. Vautours, ils étaient connus pour extorquer des transporteurs indépendants comme le sien pour des frais qui n'existaient pas et des droits de sauvetage qui n'existaient pas non plus. De plus, Julian réalisa avec une confiance écrasante que son nouveau passager ne pouvait pas être localisé alors que les ferrailleurs commençaient à bourdonner sur le système de communication interne de la soute à marchandises à la suite de la demande d'appel. Venez tout de suite. Au milieu du vacarme de l'alarme de proximité, l'ordre de Julian a tranché le bruit comme une lame de son. Les questions et le genre de tolérance calme qu'il venait de trouver en lui n'ont pas leur place ici. À la périphérie, survivre nécessitait une combinaison de pressentiments et d'une efficacité impitoyable et fulgurante. Il plongea tête la première dans une zone apparemment ordinaire, du sol gradué, ses doigts traçant la couture presque imperceptible d'un panneau dissimulé. Il lutta pour l'ouvrir et à l'intérieur se trouvait une chambre sombre et claustrophobe, à peine plus grande qu'un cercueil. Une odeur d'ozone et le parfum persistant d'envois illégaux envoyés il y a longtemps emplissent l'air à l'intérieur. C'était le principal compartiment de contrebande du Stardust Drifter qui lui avait sauvé la vie à de nombreuses reprises. Maintenant, il allait faire de même pour elle. Toujours enveloppé dans sa veste gonflée, Bonnie réagit avec la rapidité innée d'un animal conçu pour s'échapper, se faufilant silencieusement dans l'ombre. Ses grands yeux rouges trahissaient une terreur nouvelle et intense, alors que Julian fermait violemment le lourd panneau verrouillant les serrures magnétiques avec un bruit sourd et indubitable. Au même moment où le silence à bord du vaisseau fut brisé par les sons déformés et métalliques du broyeur. Avec des pensées qui se bousculaient, il se dirigea vers le panneau de contrôle où il allait concocter les mensonges et les demi-vérités. Il pouvait jouer le rôle d'un capitaine de cargo fatigué et quelque peu irrité dans son sommeil, changeant complètement son attitude de gardien à celle d'un acteur. Une bataille verbale menée avec les armes ésotériques, des lois de la navigation interplanétaire et des menaces soigneusement dissimulées, la discussion était une danse serrée et complexe. Le capitaine du ferrailleur, dont la voix ressemblait au grincement de cailloux, a commencé par la stratégie typique de Racket, en accusant le vaisseau d'entrée orbitale illégale et en exigeant le paiement d'une inspection de cargaison. Avec une attitude d'indifférence calme, Julian s'appuya nonchalamment contre une cloison et répondit avec une aisance pratiquée en faisant référence à des sous-sections obscures de l'accord de libre-échange des systèmes extérieurs et en déplorant les prétendus problèmes de son vieux ordinateur de navigation qui avait causé son approche imprévisible. Il dépeignait un type qui avait du mal à joindre les deux bouts. Les catalyseurs industriels dans la cargaison du transporteur valaient moins que l'essence nécessaire pour les transporter. Il a habilement esquivé leurs questions inquisitrices sur son dernier port d'escale et sa destination finale. Les ferrailleurs ne cédaient pas. Leurs préoccupations concernant les conséquences du transfert de formes de vie non enregistrées s'intensifiaient et leur ton devenait plus menaçant. Il est fort probable que leur capteur ait détecté une biosignature aberrante subtile. La longue attente nerveuse a mis les nerfs de Julian à l'épreuve, mais il est resté ferme, n'a jamais élevé la voix, et a utilisé un raisonnement calme et raisonnable pour contrer leur posture de confrontation. Dans un grognement insatisfait, le capitaine des ferrailleurs sembla céder et l'avertit que leur patrouille surveillerait de près le Stardust Drifter. Un silence lourd et plus profond s'abattit sur la cale de chargement alors que la communication se coupait et que l'alarme de proximité cessait son ennuyeux chant de baleine. Après avoir compté mentalement 5 minutes, tout en observant l'écran du capteur, Julian se permit enfin de relâcher l'air qu'il retenait jusqu'à ce que le signal du transpondeur du vaisseau de ferrailleurs commence à s'estomper. Dévoilant Bonnie, qui semblait encore plus petite et sans défense qu'avant,
Il retourna au panneau de plancher, entra le code de libération et souleva la lourde trappe. Sa perspective sur lui a radicalement changé lorsqu'elle est sortie. Ses yeux se sont égarés dans la lumière rouge pulsante des stroboscopes d'urgence. Une révérence subtile et croissante était perceptible dans le regard inébranlable de ses yeux écarlates. La peur brute et intuitive avait disparu. Une de ses longues oreilles expressives tressaillit légèrement comme si elle était curieuse pour la première fois. Il pouvait voir à son regard qu'elle comprenait qu'il venait d'échapper à un danger mortel, et pas pour lui-même, mais pour elle. Une camaraderie formée dans un danger commun avait renforcé le fragile cessez-le-feu tacite qui existait entre eux. Ensuite, après l'avoir aidé à monter l'échelle hors de la cale glaciale et dans les confins douillets des modestes quartiers d'habitation du vaisseau, il a préparé le dîner pour eux deux. Il a réchauffé 2 blocs de pâtes nutritives dans le petit micro-ondes de la cuisine. C'était sans goût mais fournissait suffisamment de nutriments. Ils étaient au passé d'une immobilité craintive à une immobilité contemplative alors qu'ils étaient assis à la petite table pliante. Avec une voix douce mais distincte, Bonnie fut celle qui finit par la briser. Elle se présenta et commença à décrire sa maison bonnerie, une lune avec un centre creusé. C'était une planète construite à partir des restes récupérés de vaisseaux spatiaux et ses habitants étaient une espèce unique qui avait vécu en secret pendant de nombreux siècles. La capacité de disparaître était considérée comme primordiale et elle décrivait une société où l'odorat et le son étaient les principaux moyens de communication. La plus haute forme de moralité était le silence, a-t-elle dit. Alors qu'elle racontait les événements, elle s'était cachée à bord du premier vaisseau qu'elle avait pu trouver parce que ses moteurs sonnaient calmes et paisibles, et elle devait s'éloigner de son terrier puisqu'il avait été attaqué par des chasseurs d'un autre monde dont les armes étaient terribles et les motivations inconnues. C'est le sien. Dans la petite cabane, le fardeau de son récit tomba. C'était une histoire d'une telle vulnérabilité extrême que Julian sentit une rage protectrice longtemps enfouie se réveiller. Il tendit la main vers sa tablette personnelle pour se distraire des étranges émotions que son récit avait suscitées et pour alléger l'atmosphère. Avec une lumière bleue froide frappant leur visage depuis l'écran, il l'alluma et se rendit dans un dossier appelé « Diversion ». Après avoir posé la tablette de données sur la table entre eux, il choisit un jeu de cartes simple, une variante du solitaire qu'il avait trouvé sur un chemin sinueux à travers les secteurs commerciaux. Il est devenu très vite évident que les idées lui étaient complètement étrangères, même après qu'il ait expliqué les règles fondamentales, comment séquencer les nombres et assortir les couleurs. Ses longues oreilles se dressèrent en signe de concentration, alors qu'elle tentait de comprendre le raisonnement en regardant avec émerveillement les cartes numériques s'arranger elles-mêmes. Ses efforts pour jouer étaient à la fois charmants et irritants. Avec le front plissé, elle touchait l'écran du bout d'un doigt délicat, son interprétation des images stylisées sur les cartes étant si réaliste que Julian était pris totalement au dépourvu. Elle inclina la tête avec une sincère interrogation et dit « Pourquoi le roi triste n'a-t-il qu'un seul œil ?» en référence au roi de cœur montré de profil. Peu de temps après, elle montra la dame de pique. Ces questions qui semblaient dépourvues de la perspective cynique de la théorie des jeux qu'il apportait à chaque situation le firent sourire. « Cette femme est-elle en deuil ?» dit-elle sa prise sur la fleur morte palpable. Julian ne put s'empêcher de rire de manière incontrôlable, alors qu'elle laissait échapper un petit cri de satisfaction, après avoir réussi à poser un 3 de trèfle sur un 4. Ils furent tous deux surpris par ce son étrange et inattendu. Sur le vaisseau spatial glacial et sans vie qui avait été sa tombe silencieuse pendant des années, le son d'un rire véritable et chaleureux résonnait à travers la cabine exiguë, un son complètement en désaccord avec l'environnement glacé et stérile du vaisseau. À sa propre grande surprise, il développait de véritables sentiments pour elle. Un seul carillon discordant, provenant de sa tablette de données, a ruiné le moment de rire partagé qui était si rare et merveilleux. « Je n'ai pas joué le jeu. »
Ce signal crypté, qui allait directement à son gadget personnel plutôt qu'à ses communications habituelles, était une alerte de communication top secret. Un nœud de peur nauséabond se forma dans son ventre lorsqu'il reconnut rapidement le son à 3 notes. Cela, un courtier en informations mystérieux et notoirement riche, basé dans un port secret à la périphérie de la bordure extérieure, était une vieille connaissance à moi, et sa signature y figurait. Julian ne contactait cet individu que lorsqu'il avait besoin d'informations immédiatement et qu'il ne pouvait les trouver sur aucun réseau public. Cela ne communiquait avec un client de confiance par message que lorsqu'il était rémunéré ou lorsque le matériel était vraiment important et potentiellement dangereux. Alors que Julian retirait le jeu de cartes et récupérait le message crypté, son sourire s'estompa et son visage devint plus anguleux. Il a fallu quelques secondes atroces pour déchiffrer. Un bloc de lettres austères et simples finit par se résoudre à partir du remplissage de l'écran par des lignes de code défilantes. Le message était glacial et sans fioriture, me donnant des frissons dans le dos. Des confins les plus éloignés de la galaxie, un avis de récompense urgent avait été envoyé. Lord Vorlag, un collectionneur riche et tristement célèbre pour sa cruauté, avait mis une énorme récompense potentiellement fatale sur la tête d'une rare femelle bérarien au pelage crème et aux yeux écarlates. Un catalogage minutieux et obsessionnel des caractéristiques les plus frappantes de Bonnie, la description était impeccable. Après avoir lu la dernière phrase, le sang de Julian se glaça. Il disait que la cible avait été mentionnée pour la dernière fois près de la Lune qu'il venait de quitter. Ceux qui étaient partis à la chasse sur Bunari n'étaient pas simplement des bandits sans cervelle. Ils étaient toujours à sa recherche, malgré avoir été recrutés par un type dont la brutalité était notoire. La situation d'un passager clandestin ordinaire s'est soudainement transformée en une lutte pour la vie contre l'un des plus êtres forts et impitoyables à travers le cosmos. Julian n'avait jamais entendu le nom de Lord Vorlag chuchoter que dans les coins les plus sombres des spatioports sans loi. Maintenant, il flottait dans l'air recyclé de la cabine comme un gaz empoisonné. Des richesses obscènes, une autorité sans contrôle et une brutalité terrifiante et particulière étaient toutes connotées par ce terme. Il ne suffisait pas à Vorlag de contrôler les marchés ou de dominer les systèmes. Les choses rares et inestimables, c'est ce qu'il collectionnait. De plus, les possessions les plus précieuses qu'il avait étaient des humains réels et respirants. Les pensées de Julian vagabondaient vers des récits qu'il avait auparavant écartés comme des spéculations de commérage ou des histoires de l'espace exagérées. La diva aviaire d'une nébuleuse obscure maintenant enfermée dans un carcan doré. À jamais sa voix fut réduite au silence. Le penseur cristallin originaire d'une planète à forte gravité qui est maintenant une sculpture réaliste dans la magnifique salle de Vorlag. Pour le bien d'une paire parfaitement assortie, les collectionneurs ont poussé des espèces entières au bord de l'extinction. L'alerte de prime sur son bloc de données était plus qu'un simple avertissement. Un type qui voyait le cosmos comme son catalogue personnel avait émis une sentence de mort et une proclamation de propriété. Regardant Bonnie à travers la petite table qu'il observait avec une expression troublée, Julian sentit le sang quitter ses joues. Les yeux rouges de Bonnie reflétaient de la lumière bleue et glaciale de l'écran, et ses longues oreilles s'affaissaient légèrement en réaction à son immobilité abrupte et sombre. Son geste autrefois charismatique de lui donner sa veste l'avait involontairement mis dans le viseur de l'un des prédateurs les plus terrifiants des systèmes connus, et son problème de passager clandestin avait pris des proportions monstrueuses. Le côté glacial et pratique de lui, qui avait réussi à rester en vie jusqu'à présent, voulait abandonner le navire au prochain port civilisé, se décharger de toute responsabilité et retourner aux voies commerciales anonymes. Elle pourrait obtenir quelques crédits, il pourrait la diriger vers un centre d'aide aux réfugiés, et il pourrait faire comme s'il ne l'avait jamais vue. Cependant, il commença à changer d'avis à mesure que l'idée prenait forme.
Il la voyait seule dans une vaste gare indifférente, ses yeux confiants scrutant la foule à la recherche d'un visage amical, tandis que les chasseurs professionnels insensibles et ingénieux de Vorlag l'encerclaient comme des loups. Il ressentit un sentiment de dégoût accablant en imaginant son dernier lieu de repos dans la collection de Vorlag, un spécimen magnifique mais effrayé, exposé pour le plaisir de ses visiteurs opulents. La fille en face de lui qui avait trouvé sa veste usée confortable et qui s'était demandé pourquoi le roi dans un jeu de cartes semblait triste, était assise là depuis le début, et il jeta un coup d'œil au bloc de données à la description clinique d'elle. Puis il regarda de nouveau la personne réelle. Oublie ça. Ces 10 années de solitude et d'égocentrisme commençaient à s'effondrer sous le poids d'une paire d'yeux ardents et d'une âme calme et tenace. S'enfuir était sa seule véritable option, car cela ne laisserait pas de cicatrice permanente sur son âme. Même un homme de son genre aurait peur de mettre les pieds dans cette zone dangereuse et chaotique. Il n'avait donc d'autre choix que de l'emmener là-bas, loin du contrôle de Vorlag. De tous les endroits qu'il connaissait, il ne pouvait en penser qu'à un seul, couvrir. À travers l'espace, il y a l'anarchie. Quelqu'un pourrait disparaître complètement s'il était rusé chanceux et prêt à payer la rançon dans ce sanctuaire pour criminels contrebandiers et fugitifs. Leur long et dangereux voyage vers le voile les rapprocherait de manière inhabituelle et compacte dans les quartiers étroits du Stardust Drifter. Paradoxalement, l'énorme espace vide entre les étoiles réduisait leur univers aux dimensions de la salle de contrôle du vaisseau de la cuisine et de 2 lits superposés. Autrefois, le sanctuaire de Julian, c'était maintenant un espace partagé où la présence paisible d'un autre être remplissait l'air. Julian a commencé à lui enseigner les rudiments des systèmes du vaisseau pour passer le temps et la préparer aux dangers à venir. Un défi qui nécessitait de la patience qu'il avait étonnamment. Alors qu'il l'aidait à apprendre les tenants et aboutissants de la cartographie stellaire, l'art de naviguer dans un champ d'astéroïdes, ou de déchiffrer les faibles empreintes énergétiques de vaisseaux lointains, il se tenait derrière elle dans le siège du pilote et guidait ses mains sur la console de navigation. Elle assimilait rapidement des informations compliquées, ses grandes oreilles se dressant aux sonneries et alarmes de l'interface du vaisseau et son intellect assimilant tout en silence. En retour, Bonnie a commencé à révéler des informations sur Bunery, révélant une société et un monde qui étaient aux antipodes des siens. Elle a ensuite décrit comment son peuple traversait les passages labyrinthiques de leur lune creuse sans utiliser la vue, se fiant plutôt aux réverbérations de leurs propres pas délicats et aux faibles sensations ressenties sur leurs pieds. Une sorte de cartographie sensorielle qui leur donnait une précision extrême, même lorsque la lumière était éteinte. Elle lui a demandé d'utiliser tout son corps comme un capteur auditif et vibratoire, lui permettant de détecter des changements dans les systèmes du vaisseau que ses propres panneaux de diagnostic manquaient, comme une diminution de l'efficacité énergétique ou un faible signal à haute fréquence dans le système de survie précédant un blocage de filtre. Manqués. Ils ont découvert que leur force était équilibrée par les capacités de l'autre. Il admirait son intellect intuitif et sa force tranquille, tandis qu'elle semblait trouver du réconfort dans sa calme constance. Le chronomètre du vaisseau et les champs d'étoiles, en constante évolution à travers le hublot principal, étaient les seuls marqueurs du temps, alors que les jours se fondaient les uns dans les autres. Ils s'installèrent dans une routine confortable, une domesticité que Julian trouvait étrange, mais qui l'accueillait chaleureusement. Alors qu'elle nettoyait minutieusement les filtres environnementaux du vaisseau, ses doigts agiles atteignant des zones que ses mains plus grandes ne pouvaient pas atteindre, ils préparaient leurs repas expérimentants avec les réserves limitées de nourriture synthétique du vaisseau pour concocter quelque chose de plus appétissant que la pâte nutritionnelle de base. Julian l'a une fois découverte avec un regard à la fois émerveillé et triste, traçant les motifs tourbillonnants de poussière cosmique sur le verre, alors qu'il traversait une nébuleuse éparse qui avait peint le cockpit en verts et violets d'un autre monde. L'air entre eux était léger et insouciant, alors qu'il s'approchait pour se tenir à ses côtés. En parlant, il parlait plus doucement que d'habitude. « Tu sais, dit-il, j'ai volé sur cette route une centaine de fois.
Je ne l'avais jamais vraiment vue auparavant. Elle détourna son regard de la fenêtre, ses yeux écarlates, semblant percer son vernis froid et voir l'homme solitaire en dessous. Elle remarqua « Votre terrier n'est pas vide quand je suis là ». Et ces mots apparemment insignifiants trouvèrent un écho en lui, car ils étaient une affirmation de la réalité. Elle tendit sa petite main poilue et toucha délicatement son dos. Le contact fut soudain et puissant, apportant une chaleur insondable dans le cockpit glacial et clinique. C'était la connexion la plus authentique qu'il ait ressentie depuis longtemps. Leur premier baiser était tout aussi prudent et rempli d'émerveillements silencieux que les phénomènes cosmiques qui se déroulaient autour d'eux, une promesse murmurée au centre du vide, et il se retrouva à se pencher, attiré par une gravité irrésistible. Quelques jours plus tard, au milieu de la terre inexplorée qui entourait le voile, leur tranquillité nouvellement trouvée fut soudainement brisée. Une alarme de proximité soudaine et désagréable interrompit le bourdonnement paisible du vaisseau. Alors que Julian se précipitait dans le siège du pilote, son regard parcourant l'écran tactique, son cœur battait à tout rompre entre ses côtes. Derrière eux, dans l'hyperespace, un vaisseau solitaire avait émergé, son empreinte énergétique proéminente, et ses ports d'armes brillaient d'une intention mortelle. Pensant instantanément, Vorlag, ils ont été trouvés. Il martela le panneau de contrôle, activant les boucliers de combat du vaisseau et accélérant les moteurs subluminiques à leur capacité maximale, se préparant à une bataille perdue d'avance. La confusion l'envahit cependant alors que le vaisseau poursuivant se rapprochait et que son profil se dessinait sur l'écran. Pas l'un des vaisseaux de chasse svelte et prédateurs de Vorlag. C'était un navire disgracieux et endommagé. Son extérieur, une mosaïque de plaques assemblées de manière aléatoire et de composants récupérés. La voiture de police en question était le Scrapper. Ils ont été suivis sur plus de la moitié du tronçon. La grêle inattendue qui crépitait sur la communication prit Julian au dépourvu alors qu'il se préparait à une autre négociation intense ou peut-être même à une confrontation. À travers le cockpit résonnait la voix accusatrice et vertueuse du capitaine ferrailleur pleine de colère. « Capitaine, vous devez abaisser votre vaisseau et libérer la fille, avons-nous dit après avoir suivi le signal de détresse. Vous avez épuisé toutes les voies d'évasion possibles. » Les mots étaient incompréhensibles et Julian restait immobile devant le panneau de contrôle. Capteur de fréquence de détresse. Bonnie, qui était pâle sous sa fourrure blanche et terrifiée, avait les mains serrées sur ses lèvres lorsqu'il se tourna pour la voir. Alors qu'une réalisation terrifiante lui apparaissait, elle détourna son regard de l'écran tactique vers Julian. Elle murmura « Mon peuple », sa voix ne parvenant pas à contenir sa peur. Tout s'est mis en place dans la tête de Julian avec une clarté nauséabonde quand il a appris que lorsque les humains sont en danger de mort, quand ils craignent que leur mort soit imminente, ils ont la capacité de libérer une impulsion, un cri silencieux. Cette impulsion est à une fréquence qui ne peut être détectée que par d'autres espèces de proies et elle sert d'avertissement contre les prédateurs. À l'époque où ils étaient montés à bord de son vaisseau pour la première fois, les ferrailleurs, une race semblable à des canons qui avaient enduré des siècles d'esclavage et de chasse avant de se battre pour leur liberté, avait capté son signal subconscient urgent. Ils n'avaient pas essayé de marchander avec lui pour des crédits. Bonnie a réalisé une manœuvre que Julian n'avait jamais vue venir alors que les principaux systèmes d'armement du vaisseau de ferrailleurs se verrouillaient sur le Stardust Drifter. Son laser de ciblage peignant une brillante ligne verte à travers leur cockpit et ils étaient déterminés à attraper le kidnappeur. Ils avaient suivi ce signal persistant depuis le début. De leur point de vue, la situation était claire. Un mâle lourdement armé sur un vaisseau de contrebande fuyait avec une femelle à l'air terrifié d'une espèce de proie connue. Avec un élan de force inattendu, elle se leva de son siège, se plaça carrément devant lui, comme si sa petite stature pouvait le protéger d'un canon à plasma, et saisit le microphone serein. Malgré sa voix tremblante, son autorité nouvellement acquise résonnait à travers le canal ouvert, frappant une corde de silence chez Julian et le capitaine des ferrailleurs.
Il est mon protecteur, dit-elle, sa voix devenant plus ferme. Il n'est pas mon ravisseur. Suite à sa remarque, un silence surprenant sembla brièvement engloutir le bourdonnement du moteur et le vrombissement du verrouillage des armes actives. Sur le pont du Scrapper, le capitaine, un extraterrestre rude semblable à un canon avec un œil cybernétique et un museau cicatrisé, était visiblement déconcerté par la défense passionnée de la petite créature poilue de son prétendu ravisseur, calmant brièvement sa colère initiale justifiée. Le cockpit du Drifter était illuminé par le laser de ciblage vert brillant du croiseur Scrapper, une ligne ininterrompue de lumière émeraude qui traversait la poitrine de Julian et servait de rappel constant et terrifiant de leur situation précaire. Comme Julian allait l'apprendre, le vrai nom du ferrailleur était Cale. Il se pencha en avant dans son pick-up, sa voix passant d'une colère tonitruante à une suspicion grinçante, et il exigea une explication. Ses mots étaient lents et délibérés, rendant évident que son doigt sur la gâchette s'était détendu, mais ses systèmes d'armes étaient toujours hautement actifs. Influencé par le courage remarquable de Bonnie, la peur de Julian s'est apaisée alors qu'il établissait rapidement un canal crypté vers le vaisseau de ferrailleur, un signe de confiance dans une situation où la confiance était une monnaie de dupe. D'une voix calme et posée, il raconta toute la chaîne d'événements en commençant par la découverte de Bonnie frissonnant dans sa cale et en terminant par la notification glaçante de la prime qui avait transformé leur voyage en une fuite désespérée. Tout en parlant, il transmit le fichier de données du courtier en information. La température glaciale faisait crépiter sa voix lorsqu'il parlait. L'écran tactique principal du capitaine des ferrailleurs affichait le texte clinique de la prime de Lord Vorlag, prouvant sans l'ombre d'un doute qui était le véritable prédateur dans cette équation. La réaction sur le pont du ferrailleur fut immédiate et intense. Dès que le nom de Lord Vorlag est apparu à l'écran, un grognement collectif a résonné à travers le canal de communication, un son d'animosité primale et instinctive sans lien avec Julian ou Bonnie. Avec son œil cybernétique clignotant d'un rouge plus fort et plus sinistre, Cale frappa un lourd poing griffu sur sa console. Le nom Vorlag, il s'est avéré, était plus qu'un simple inconvénient pour les ferrailleurs. C'était une malédiction liée à une longue et brutale histoire d'agonie et de perte pour son peuple. Le capitaine des ferrailleurs continua à expliquer, sa voix transformée, en un grognement bas et menaçant, que l'engouement de Vorlag pour la collection de formes de vie inhabituelles avait même affecté sa propre espèce. Vorlag avait chassé les ferrailleurs pendant longtemps, admirant leur férocité et leur résilience comme des traits qui seraient parfaits pour son hideuse ménagerie, et il les avait capturés non pas comme des êtres sensibles, mais comme des animaux exotiques à exhiber.